Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, qui est connu comme un homme d'études, qui a travaillé à CSA et surtout à l'IFOP, mais c'est aussi un homme de médias, puisque je crois que vous intervenez régulièrement sur France Inter, C'est dans l'air, etc. Et donc vous êtes maintenant directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP, mais vous avez également publié de nombreux livres, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour parler de l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Mais vous avez écrit aussi sur le nouveau clivage, le puzzle français, sur la question corse, mais aussi sur les migrants. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement au club, puisque nous avons un groupe, je fais de la publicité, sur Immigrer toujours. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous écouter sur l'archipel. Pourquoi est-ce que nous avons cette France multiple, divisée, fragmentée? Quelles sont les conséquences? Et puis une question qui nous intéresse beaucoup au club, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut faire nation désormais en France? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce livre, L'archipel français, on l'a écrit avec mon co-auteur Sylvain Manternac à partir de la suite de l'élection, à l'issue de l'élection présidentielle de 2017 et des législatives qui ont suivi, qui ont été caractérisées par un Big Bang électoral sans précédent. Et nous, notre point d'entrée, c'était plutôt l'analyse électorale, en disant comment est-on arrivé là? Et puis en grattant un petit peu à la surface des choses, on s'est aperçu que tout ça était beaucoup plus profond, qu'il y avait certes des questions contingentes. Le livre de Davé et l'Homme sort ce matin sur les querelles au sein de la droite, les affaires de costumes de M. Fillon. Donc tout ça a pesé dans l'issue de ce scrutin, mais on est sur des choses bien plus profondes que des simples aspects accidentels ou contingents. Il y avait aussi des raisons plus structurelles, et c'est celles-ci qu'on a voulu essayer de mettre en lumière en faisant un peu comme le saumon qui remonte le cours de la rivière. L'hypothèse donc sur cette question de la présidentielle que nous avons défendue, c'est qu'il s'agit en fait d'une mise en conformité tardive de la réalité ou du paysage électoral avec la réalité sociale, culturelle et démographique de notre pays. Dit autrement, depuis la Révolution française, politiquement et socialement, culturellement, la France avait grosso modo fonctionné sur un affrontement entre deux blocs, un bloc catholique d'un côté et un bloc républicain et laïque de l'autre. C'est ce que nous avons appelé les deux matrices constitutives ou constituantes, structurantes de notre société. Or, ces deux matrices se sont complètement disloquées et c'est sur la dislocation de ces matrices qu'a prospéré le processus de fragmentation et d'archipélisation de la société qui est de nature très très diverse. Donc on va commencer par s'attarder un instant sur l'évolution de cette matrice catholique. Bien évidemment, nous ne sommes pas les premiers à parler de déchristianisation dans la société française. Quelqu'un comme Marcel Gauchet, par exemple, a écrit un livre dès le début des années 80, Le désenchantement du monde, où il parlait du processus de sortie de la religion. Mais nous sommes modestement arrivés, 35 ans après, pour constater que ce processus de sortie de la religion était sans doute arrivé à son stade terminal dans la société française d'aujourd'hui. Alors je vais faire une petite parenthèse méthodologique un instant. Nous nous sommes appuyés donc pour cette grande enquête, sur cette étude, à la fois sur des données de sondage, puisque je travaille à l'IFOP, et donc les sondages sont un outil précieux pour comprendre les évolutions de la société en termes d'habitudes, de pratiques, de croyances, de vote. Mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils sont entre guillemets jacobins. Ils sont faits depuis Paris et ils sont faits généralement pour des raisons de coût sur des échantillons d'un millier de personnes. Or, un millier de personnes, ça vous donne des résultats tout à fait fiables au niveau global, mais ça ne permet pas d'affiner les choses au niveau géographique et notamment au niveau régional. Or, on l'a vu il y a encore un an, avec la crise des Gilets jaunes, si l'on ne prend pas aujourd'hui en compte la dimension spatiale ou territoriale d'un certain nombre de phénomènes, on passe à côté de la réalité et de l'explication principale. Donc il fallait compléter cette analyse par sondage par une prise en compte du territoire. Alors ça tombe bien parce que mon co-auteur et moi-même, on a fait la même formation de géopolitique et de géographie électorale. Et donc, on s'est aussi appuyé sur l'outil cartographique à différentes échelles, du département, même jusqu'au niveau du bureau de vote,
quand on a fait des focus ou des zooms sur un certain nombre de villes françaises. Et donc vous verrez dans le livre, il y a pas mal de cartes pour ceux que ça intéresse. Et puis donc, troisième outil, plus inattendu, mais qui est très riche d'enseignements, c'est l'étude des prénoms qui sont donnés en France aux enfants qui naissent. Pour ce faire, on s'est appuyé sur un gigantesque fichier qui est en ligne sur le site de l'INSEE et qui recense depuis 1900 toutes les naissances intervenues dans le pays, année après année, département par département, et est enregistré le premier prénom, il n'y a pas tous les prénoms, mais il y a le premier prénom qui a été donné à l'enfant. On est sur une base, donc un corpus de 84 millions de naissances depuis 1900, et c'est ça qu'on a passé au tamis et à la moulinette, et vous allez voir que c'est assez riche d'enseignements. Donc je referme cette parenthèse méthodologique et on revient à notre effondrement du catholicisme en France. Cet effondrement, il est très profond et il se manifeste à 3 niveaux. Premier niveau, celui de la croyance et de la pratique religieuse. Deuxième niveau, celui de l'influence culturelle. Et puis troisième niveau, ce qu'on a appelé nous le sous-jacent anthropologique, qui lui aussi est aujourd'hui déstabilisé et gravement atteint. Alors, premier niveau, le plus évident, celui de la pratique religieuse, du degré de croyance. L'IFOP, qui est une vieille maison, a des archives qui sont assez parcellaires, mais on a retrouvé une enquête qui datait de 1961. 1961, c'est une date importante parce qu'on est à la veille de Vatican II. C'est un concile qui va changer énormément de choses dans l'Église. Et donc, à cette époque-là, quand l'IFOP interroge les Français, 35% d'entre eux nous déclarent aller à la messe tous les dimanches ou plus. Nous avons reposé la même question, et donc ça a fait drôle aux enquêteurs en 2013 de demander aux gens s'ils allaient tous les dimanches ou plus à la messe. Mais on a dit, voilà, pour pouvoir comparer, il faut qu'on soit terme à terme. Et donc aujourd'hui, on est sur 5% de la population qui déclare aller à la messe tous les dimanches ou plus. Donc en l'espace de 5 décennies, ce qui peut paraître beaucoup sur une vie d'homme, mais à l'échelle d'une civilisation, c'est que 2 générations, donc c'est rien. En 5 décennies, on est passé de 35% de catholiques pratiquants à 5%. Alors vous allez me dire, dès le début des années 60, les catholiques étaient déjà minoritaires dans la société française, et vous aurez raison. Mais comme on dit à la bourse, à 35%, vous êtes une minorité de blocage. Vous pesez lourd, vous êtes majoritaire dans des pans entiers de la société, il y a tout un écosystème qui gravite autour de vous, une presse, des associations, des intellectuels, des écoles, des organismes caritatifs. Et donc, vous êtes un bloc très constitué au sein de la société française. De la même manière, à 5% de catholiques pratiquants aujourd'hui dans la société française, on ne peut pas dire que les catholiques ont disparu. Ils existent encore, ils se font entendre, ils sont bien présents, mais ils ne sont plus aujourd'hui qu'une des îles ou un des îlots de l'archipel français, alors qu'il y a encore 40 ou 50 ans, ils en étaient un des piliers constitutifs majeurs. Cette perte d'influence, on la mesure, et de poids sociologique et politique également, on la mesure à l'aune de l'actualité récente. En 2012-2013, toute une partie de cette France s'est mobilisée contre le mariage pour tous. Alors il n'y avait pas que des catholiques dans les rangs des opposants au mariage pour tous, et tous les catholiques n'étaient pas opposés. Mais en gros, c'était cette France-là qui s'est mobilisée. C'était aussi cette France-là, à peu près la même, qui s'était mobilisée 30 ans plus tôt pour la défense de ce qu'ils appelaient l'école libre, et ce que les autres appelaient l'école privée. Sauf qu'à l'époque, cette mobilisation très importante avait fait reculer le gouvernement, et la loi Savary n'était pas passée. En 2012-2013, en dépit d'une mobilisation importante, la roue de l'histoire a tourné, et la France catholique n'est pas parvenue à bloquer le processus législatif. Et donc ça, c'est un symptôme, parmi d'autres, de ce déclin de l'influence. Là, je vous ai donné des chiffres de catholiques pratiquants. On peut aller de l'autre côté de l'autel et utiliser des chiffres qui, eux, proviennent non pas de l'IFOP, mais de l'Église elle-même. La Conférence des évêques de France publie sur son site des statistiques très intéressantes, notamment en ce qui concerne le nombre de prêtres diocésains en activité en France. À la fin des années 90, on est encore à 20 000 prêtres catholiques en France. On est aujourd'hui à 11 500 à 12 000. Donc en 20 ans, le stock de cette population a été amputé de 40%.
Si on poursuit les courbes, ce que les sondeurs aiment bien faire, en général c'est moins risqué que d'en créer des nouvelles, on voit qu'à horizon 25-30 ans, potentiellement il n'y aura plus de prêtres catholiques en France. Et 25-30 ans, c'est sans tenir compte du phénomène de vieillissement de cette population qui atteint un âge moyen important. Et donc vous voyez là, quand on parle de sortie du catholicisme ou de fin du catholicisme, des aspects très concrets, c'est-à-dire une société française où il n'y aurait plus de prêtres. Alors ce scénario catastrophe ou maximaliste en termes de projection ne se manifestera sans doute pas parce que l'Église fait appel depuis plusieurs années à des prêtres qui viennent du Sud, des continents du Sud, pour maintenir une présence, un maillage minimal sur le territoire. Et on peut penser que avec cet apport de sang neuf, on pourrait maintenir 5 à 6 000 prêtres en activité en France. Mais vous voyez que ce serait néanmoins beaucoup moins que ce que cela a été. Et nous serions là en présence d'un retournement dont l'histoire a le secret, puisqu'on rappelle qu'au début du XXe siècle, la France, fille aînée de l'Église, assurait ou fournissait à elle seule 70% des missionnaires que Rome envoyait partout sur la planète porter la bonne parole. Et donc à l'échelle temporelle et géographique du Vatican, il n'y a pas mort d'homme, ce serait juste un retour sur investissement et un renvoi d'ascenseur à une vieille filiale qui a bien servi, mais qui aujourd'hui donne des signes de fatigue et qu'il faut à son tour aider. Donc à côté de en dessous de ce premier niveau qui concerne donc la pratique religieuse en elle-même, on a aussi un effondrement de l'influence du catholicisme en termes d'influence culturelle. Et c'est là qu'on peut, pour la première fois, convoquer l'exemple l'exemple des prénoms pour illustrer ce propos. Si on prend au hasard un prénom comme Marie, qui est très connoté religieusement, et qu'on regarde la prévalence de ce prénom, la proportion de petites filles qui naissent, qui recevaient ce prénom, au fil du temps, pendant toute la durée du XXe siècle. Et comment ça a évolué? On peut se dire qu'on a un bon indicateur de l'influence du catholicisme. En 1900, en France, une petite fille sur 5 qui naît s'appelle Marie. 20% des petites filles. C'est une moyenne nationale. Ça veut dire qu'il y a des écarts régionaux très marqués déjà. Ici, en Île-de-France, où la déchristianisation a été précoce, on est déjà à peine à 10% de naissances féminines qui font l'objet du prénom Marie. Mais dans d'autres régions françaises, très catholiques à l'époque, le Finistère, les Vosges, c'est une petite fille sur 2 qui va naître cette année-là dans ces départements qui va recevoir ce prénom. Donc vous voyez qu'il y a une empreinte très forte du catholicisme dans toute une partie du territoire, puisque cela va jusqu'à influer sur le choix que les parents font en termes de prénoms donnés aux enfants. Pour ceux que ça intéresse, pour les garçons, c'était Jean. C'était 16% des gens. 16% des garçons s'appelaient Jean à l'époque. Si on regarde où en est aujourd'hui le prénom Marie dans les préférences des Français, le prénom Marie est donné aujourd'hui à 0,3% des petites filles. Donc en un siècle, on est passé de 20 à 0,3. Et donc on a un chapitre qui s'appelle « Les Maries s'en sont allés ». Et donc on a là un autre signe de cette perte d'influence culturelle du catholicisme. Mais il faut aller encore plus profond dans l'analyse, je pense, pour prendre la mesure de ce que cet effondrement du catholicisme a comme conséquence sur l'évolution de notre société et sur nos modes de vie. Le catholicisme, on l'a dit, c'était une pratique, c'était une culture, mais c'était aussi, j'allais dire, une conception anthropologique et un certain nombre de grands axiomes qui structurent notre rapport au monde, notre rapport au corps, la hiérarchie des espèces, notre rapport à la sexualité. Tout ça était conditionné par le catholicisme ou la matrice judéo-chrétienne. Or, on va prendre quelques exemples assez éparses pour montrer, pour illustrer le fait que cette matrice, qui depuis très longtemps était communément admise comme en gros les règles de base, qu'on soit très laïcard ou catholique,
on s'entendait sur un certain nombre de considérants. Aujourd'hui, des choses qui allaient de soi ne vont plus de soi et sont, comme on dit en bon français, challengées tous les jours dans la société française du XXIe siècle. Alors, on peut prendre comme exemple la question du rapport au corps et plus précisément la question des obsèques, par exemple. Bien aujourd'hui, quand vous interrogez les Français, une majorité d'entre eux souhaitent être incinérés et non plus enterrés comme ça a été pratiqué pendant des millénaires dans notre pays. Autre élément dans ce rapport au corps, une pratique qui était condamnée par l'Église, mais assez peu combattue sur nos latitudes parce qu'elle était peu fréquente, c'était la pratique du tatouage. Parce que on retrouve dans la Bible un certain nombre de considérants disant voilà, le corps humain a été créé à l'image de Dieu et donc il est interdit de le scarifier, de le modifier ou de l'altérer. Bon, encore une fois, sous nos latitudes, on ne s'était pas trop penché sur la question parce qu'il n'y avait pas de sujet. Mais dans d'autres contrées, l'Église a bataillé plus ferme là-dessus. Quand on interroge les Français sur la pratique du tatouage, eh bien, on constate qu'aujourd'hui, 18% de la population française est tatouée. 18%. Sur les 65 ans et plus, c'est 1% de la population. Donc, si monsieur n'a pas fait son service dans la marine nationale et n'a pas vogué sous les tropiques, ou s'il n'exerçait pas un certain nombre de professions très particulières, il n'y a quasiment aucune chance qu'il ait été tatoué. Chez les enfants ou les petits-enfants de ce monsieur, les moins de 35 ans, on est à 35% de tatoués. Donc vous voyez que là aussi, quelque chose qui était complètement hors de propos, qui était complètement en dehors des radars, aujourd'hui devient une pratique de masse et une pratique qui est totalement banalisée dans la société, dans les jeunes générations. Il y a 4000 artisans tatoueurs en France. Avant la réforme de la carte cantonale, on avait 4000 cantons, donc on peut dire qu'en gros, on a un tatoueur par canton. Vous allez vous promener en province, la moindre sous-préfecture, vous allez avoir un salon de tatouage. Donc ça vous dit les modifications anthropologiques qui sont à l'œuvre. Si on reste sur cette question anthropologique, le rapport à la sexualité, à la procréation, on est là dans un sujet complètement d'actualité avec la question de la PMA, procréation médicalement assistée, et son élargissement aux couples de femmes et aux femmes seules. Quand on interroge les Français sur cette question, aujourd'hui, 2/3 vous disent qu'ils sont favorables à cette extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Alors, c'est un sondeur qui vous parle, il faut toujours se méfier un petit peu des libellés des questions. Si on dit aux gens, il y a une partie de la population a des droits, d'autres ne les ont pas, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on les étende? En général, on produit une réponse oui. Sauf que ce biais-là existait déjà avec cette formulation au milieu des années 90, quand l'IFOP a réalisé les premières enquêtes sur le sujet. Et à l'époque, on est à peine à 25 ou 30% de la population qui est favorable à une extension de la PMA au-delà des couples hétérosexuels, aux couples de femmes et aux femmes seules. Si on pose la question un peu différemment, en se disant, bon, tout le monde n'a peut-être pas saisi les enjeux, et donc on rappelle aux sondés que les enfants à naître dans de telles configurations, couples de femmes ou femmes seules, n'auront pas de père. Et donc ensuite, derrière, on repose la question, est-ce que vous êtes favorable ou opposé à l'extension de la PMA? Là, on fait bouger le curseur, mais on est encore à 50% favorable, 50% opposé. On peut dire, bon, la France est coupée en deux. Mais si on reprend notre grille de lecture générationnelle, parmi les 65 ans et plus, donc c'est-à-dire les générations qui ont été socialisées, formées culturellement, anthropologiquement, idéologiquement dans les années 60, 70 et 50, donc avant l'effondrement de la matrice, dans ces générations-là, on est aux 2/3 opposés avec cette formulation qui précise l'absence du père. Sur les moins de 35 ans, on est aux 2/3 favorables. Et donc, au gré du renouvellement des générations et de la modification de la législation induite par les changements sociétaux, nous sommes au devant d'un basculement anthropologique. On n'en prend pas encore la pleine et entière mesure parce que la configuration de notre pyramide des âges étant ce qu'elle est, on a un poids des baby-boomers et donc des générations socialisées dans les années 50, 60 qui est encore très très lourd.
Ces générations sont les héritières et les conservatrices, au sens muséique du terme, de cette vision de l'homme et cette vision du monde. Les générations qui les suivent, sur ces grandes orientations anthropologiques, sont sur des référentiels qui sont totalement différents. Je prendrai un dernier exemple et qui n'a aucun lien avec le précédent. Là aussi, on est dans l'actualité. La montée en puissance de tout le courant animaliste, vegan, etc., etc. Là aussi, qu'on soit très anticlérical ou qu'on ait été catholique dévot, on s'entendait jusqu'à il y a une trentaine ou une quarantaine d'années sur un principe de base qui est celui de la hiérarchie des espèces. Héritage de notre histoire judéo-chrétienne, cet axiome, Dieu a créé l'animal, donc en tant que créature divine, elle doit être respectée, et donc on ne doit pas être dans une cruauté inutile, mais ces animaux ont été créés pour être au service de l'homme et accessoirement pour être mangés. Et donc, fin de la démonstration, l'homme, avec un grand H, est au-dessus en termes de pyramide. Eh bien, aujourd'hui, cette conception-là ne va plus du tout de soi et est battue en brèche de plus en plus. Dernières élections européennes, on a un parti qui s'appelle le Parti animaliste, qui sans trop de publicité, en mettant juste un chat et un chien sur ses affiches, a fait 2% des voix. C'est 400 000 suffrages. On peut se dire, c'est pas beaucoup, 2% des voix. Le Parti communiste, qui partait sous ses propres couleurs, sans ombrelle mélenchoniste, a fait 2,5% des voix. Moi, j'ai commencé il y a 25 ans dans les sondages. Si on m'avait dit, il y a un truc qui s'appelle le Parti animaliste, qui fera le même score que le PC, j'aurais été un peu dubitatif, mais c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Regardez, si on sort du seul univers électoral, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec une association comme L214 qui diffuse des vidéos qui sont très reprises, très commentées, et la pression qui s'exerce sur des pans entiers de l'activité économique. Alors, au début, c'est des choses un peu anecdotiques. On milite pour l'interdiction des animaux dans les cirques, là aussi. Qu'on était catholique ou communiste il y a 40 ans, ça gênait personne que chez Avatar, il y ait des lions en cage. On milite pour l'interdiction du gavage jésois, etc., etc. Et donc, on voit la montée en puissance de ce courant animaliste qui, de notre point de vue, est aussi un symptôme parmi d'autres de cette sortie du référentiel judéo-chrétien et de la matrice catholique. Donc voilà, on est sur un relativisme et sur les espèces qui doivent être mises sur un pied d'égalité. Et donc ça, c'est une rupture profonde et encore une fois, c'est beaucoup plus prégnant chez les générations les plus jeunes que chez les seniors ou les plus de 50 ans. Donc on voit que cet effondrement de la matrice catholique a des implications très très nombreuses et très très profonde. Face à cela, il y avait un bloc républicain et laïque qui s'était constitué pour faire pièce au bloc catholique, et l'histoire de la République, en tout cas à ses débuts, c'est comment la République arrive à contenir et à endiguer, ou à faire refluer l'influence du catholicisme sur la société française, avec les lois sur la laïcité, la séparation, la loi de séparation, etc., etc. Au sein de ce bloc, il y avait un pilier qui était extrêmement puissant, très structuré, qui était le Parti communiste, avec une vision du monde, une idéologie, une contre-société qui s'était érigée, à tel point que certains sociologues qui ont travaillé sur cette période et sur cette culture avaient parlé de l'Église rouge. Et vous savez que dans la grande époque du PC, dans les années 60 en France, ou les années 50, se faire virer du parti pour un communiste, c'était aussi douloureux que se faire excommunier pour un catholique, c'est-à-dire qu'on perdait son estime de soi, sa famille, ses relations, etc., etc. Pour les plus jeunes de cette salle, on rappelle aussi que le PC, jusqu'à la fin des années 70 en France, c'est 20 à 25% des voix au niveau national à chaque élection, ce qui est très très important. La brique élémentaire de cette contre-société, c'est la mairie communiste. Et nous sommes ici à Paris, donc ce n'était pas dans cet arrondissement-là, mais sur le pourtour parisien, il y avait le cœur battant de cet univers, c'était la banlieue rouge, la ceinture rouge autour de Paris. Et à l'apogée du communisme municipal, au municipal de 1977, le PC
contrôlent 130 mairies en Île-de-France. Ils en contrôlent encore 25 aujourd'hui. Donc ils n'ont pas disparu, les communistes, mais ils sont, à l'instar des catholiques français, une des îles de l'archipel, alors qu'ils en constituaient un des 2 ou 3 piliers majeurs il y a encore une trentaine d'années. Alors, vous voyez que avec ces modifications très très profondes, le boulot de sondeur est beaucoup plus compliqué, c'est pas pour se jeter des fleurs, aujourd'hui qu'il n'était hier. Les gens qui ont travaillé à l'IFOP avant nous, dans les années 60, quand ils interrogeaient le fameux échantillon de 1000 personnes, national représentatif, ils avaient quoi dedans? Ils avaient, on l'a dit, 35% de catholiques pratiquants, donc ça fait 350. Et puis ils avaient entre 200 et 250 communistes. En général, ce n'étaient pas les mêmes. Donc on avait déjà 600 personnes affectées dans 2 cases sur 1000. Il y avait 400 autres individus à affecter dans d'autres cases. Aujourd'hui, nous avons, toujours sur notre échantillon de 1000 personnes, 25 communistes et 50 catholiques pratiquants. J'ai donc 925 autres individus affectés dans les cases. Et donc vous voyez, à l'aune de ces chiffres, l'illustration, une illustration parmi d'autres, de ce phénomène de fragmentation et d'archipélisation. Pour l'illustrer de manière encore plus parlante ou concrète, on va reprendre le cas des prénoms. Le fichier de l'INSEE remonte à 1900, et donc on a été regarder avec mon co-auteur quel était le nombre moyen de prénoms utilisés en France, année par année, pour appeler toute une classe d'âge. Eh bien, on a été surpris de constater que de 1900 à 1950, en gros, la France a fonctionné avec 2000 prénoms. Un portefeuille de 2000 prénoms, garçons et filles, pas toujours les mêmes, mais en gros, avec 2000 prénoms, ça faisait notre bonheur et on avait de quoi appeler les enfants qui naissaient, période faste démographique ou période creuse, c'est-à-dire guerre ou pas guerre, 2000 prénoms. Le fichier de l'INSEE remonte pas avant, mais des historiens ont fait ce boulot sur certaines régions françaises, des monographies, notamment sous l'égide du professeur Dupaquier. Et ils arrivaient, grosso modo, au même constat que nous, c'est-à-dire qu'il y avait une stabilité du corpus de prénoms sur tout le 19e siècle, en gros de la Révolution française, et donc ça a duré jusqu'en 1950. Donc on avait une unité culturelle et une stabilité culturelle qui était très forte. Tout ça ne tombait pas complètement du ciel, si je puis dire. Il y avait un fondement juridique derrière tout cela. Il y avait à la fois une unité culturelle, mais aussi un fondement juridique, qui était recherché du côté de Napoléon, qui s'occupait de beaucoup de choses, et qui avait, parmi toutes ces tâches accomplies, édicté une loi qui stipulait de manière très précise les prénoms qui étaient recevables à l'état civil. Et donc il ne s'était pas embêté, il avait dit sont éligibles à l'état civil les prénoms du calendrier. Et donc on retrouve le ciel, puisque les prénoms étaient des prénoms de saints et de saintes catholiques et chrétiennes. Comme nous étions dans un pays bien organisé, avec un appareil d'État qui fonctionnait très correctement, ces consignes ont été appliquées au pied de la lettre, et c'est ça qui a contribué à maintenir ce corpus relativement stable. Dans les années 50-60, on passe à 3000 prénoms différents utilisés chaque année, donc l'éventail commence à s'ouvrir. On est à 6 ou 7000 à la fin des années 70, et la pression se fait de plus en plus forte dans les services d'état civil et dans les tribunaux pour autoriser des prénoms de plus en plus divers et de plus en plus variés. Face à cette demande sociétale, c'est toujours la même chanson, on a une demande sociétale qui s'exprime, et donc on a le législateur qui dit il faut bien qu'on réponde, ça devient ingérable cette affaire, et donc on a eu une première circulaire ministérielle en 1966 qui levait quelque peu le carcan pour autoriser des prénoms régionaux dans certaines régions françaises, notamment en Bretagne. Et puis en 1993, la pression devient trop forte. On a une loi qui abolit la vieille loi Napoléon, qui était une des plus vieilles lois en vigueur en France. Morale de l'histoire, donc on a
libéralisé totalement le choix des prénoms en France. On a mis juste un petit garde-fou en disant bon, il faut quand même que le prénom choisi ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et psychologique de l'enfant. Mais là, on ouvre la porte au contentieux puisqu'on est dans l'univers des goûts et des couleurs. Là. Donc, ce codicile ayant été posé, nous arrivons l'année dernière au chiffrage suivant, 13 000 prénoms différents enregistrés en 2017 contre 2000 en 1945. Donc vous voyez là aussi, à l'aune de ces chiffres, l'archipélisation ou la fragmentation de la société française en termes de références culturelles. Tout ça a énormément bougé. Quand je vous dis 13 000 prénoms, c'est un comptage qui établit sur 90% des naissances, ou 93% des naissances, parce que l'INSEE met de côté 50 000 enfants, en disant bah là, on n'a pas fait de comptage sur les prénoms, parce qu'on est en prénoms rares. On dit on a déjà 13 000 prénoms, alors il y a encore un truc mieux, c'est le prénom rare. Donc on est allé regarder dans la définition de l'INSEE ce qu'était le prénom rare. Donc le prénom rare, c'est un prénom qui est donné au mieux 2 fois dans l'année en France. Donc je vous redonne les chiffres, ils viennent de tomber aujourd'hui. Là, on est à peu près à 750 000 naissances par an en France, donc à peu près 375 000 garçons, 375 000 filles. Et donc si vous êtes en prénom rare, il y a au mieux un autre individu que vous, sur 375 000 qui portent votre prénom. Donc là, il y a une médaille à donner à vos parents parce qu'ils ont très bien travaillé pour trouver un prénom que personne d'autre que vous n'aura. Blague à part, c'est très important ça parce qu'on voit bien que le principe actif là, c'est celui de la distinction. Il faut que mon enfant soit différent des autres et qu'il se dénote, qu'il se démarque des autres. Pas complètement quand même, c'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, on recherche la diversité, la singularité, mais au sein d'un univers culturel qui est particulier. Et les sociologues qui ont travaillé avant nous sur les prénoms avaient une formule très très judicieuse qui dit que le prénom doit permettre à celui qui le porte de s'identifier au groupe auquel on aspire qu'il appartienne, et parallèlement à cela, de se démarquer des autres groupes auxquels on ne souhaite pas s'affilier. Donc le choix du prénom répond à cette logique-là. Mais donc on est passé du coup à une logique d'individualisation. Je pense que le principe actif de tout ça, l'effondrement de la matrice catholique, du communisme, etc., c'est la montée en puissance de l'individualisme, et l'autonomie de l'individu. Et donc sur les prénoms, on le retrouve, il faut que l'enfant soit unique en termes de choix de prénom. Et là encore, vous voyez qu'on a une rupture très profonde avec ce qu'on a connu par le passé, puisque historiquement, on donnait souvent un prénom des grands-parents, d'un des grands-parents à l'enfant, pour inscrire l'enfant dans une lignée, dans un héritage, dans une continuité. Aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est se démarquer, se distinguer des pères qui naissent la même année que moi. Donc vous voyez à l'aune de ces chiffres très divers, comment le processus de fragmentation s'est déployé dans toute la société française. Je vous en donne un dernier avant de passer à des évolutions sociologiques. On avait donc cette couche culturelle homogène en termes de prénoms, et on avait d'autres acteurs ou d'autres lieux qui donnaient une certaine consistance et une certaine cohésion culturelle à notre société. Je veux parler des grands médias de masse, au premier rang desquels la télévision. Alors, on pourra débattre sur les bienfaits culturels de la télévision et de certaines chaînes en particulier, mais c'est pour donner culturel au sens générique du terme. Et si on prend la télévision, justement, et la première chaîne, TF1, à la fin des années 90, c'est 40% d'audience. Et quand on dit 40% d'audience, c'est à une époque où ça paraît totalement étrange aux plus jeunes, il n'y avait pas de replay. Donc ça veut dire que le lendemain, à la machine à café dans la cour d'école ou à l'atelier à l'usine, 4 personnes sur 10 avaient vu à la même heure le même programme, le même match,
le même débat politique, la même série, le même film. Et donc on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais on avait une base de discussion commune pour s'engueuler. Aujourd'hui, TF1, c'est 20% d'audience. Alors, dans un paysage audiovisuel extrêmement fragmenté, avec la montée en puissance très rapide de Netflix, beaucoup aimeraient les faire, les 20%. Hein. Et donc, il ne faut pas pleurer sur TF1. Mais vous voyez là aussi, en l'espace de 20 ans, comment les choses ont bougé. Les dernières études qui sont sorties montrent que le flux de téléspectateurs sur Netflix place aujourd'hui Netflix en 4e ou 5e chaîne, une fois qu'on agrège toutes les séries qui y passent. Hein. Et donc, sauf que c'est pas une chaîne en elle-même, c'est une multiplicité de séries qui peuvent être regardées. Donc on a là aussi un autre symptôme de la fragmentation de notre société. Sur ce terreau très fragmenté, on a eu différents processus qui se sont déployés, des processus sociologiques. Et pour ne pas être trop long, je vais en détailler 3 qui sont très importants de notre point de vue, il y en aurait d'autres. Et ce qui est important, c'est qu'on va voir qu'ils sont de nature différente, mais qui se sont produits à peu près à la même période. Et donc c'est pour... ils ont leur importance dans l'édification de cet archipel français. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par ce qui s'est passé dans le haut de la pyramide sociale. Et on a consacré un chapitre là-dessus, qu'on a intitulé « La sécession des élites ». Alors c'est un peu provocateur, mais je pense que c'est assez préoccupant. On a voulu signifier que le sommet de la pyramide était de moins en moins en connexion avec le reste de l'édifice. L'idée n'est pas de communier dans un âge d'or révolu où tout le monde aurait été copain et que tout le monde partageait les mêmes univers, mais on a aujourd'hui un processus assez abouti de sécession. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, d'une part parce que le poids de ces groupes situés au sommet de la pyramide, si on prend la question comme variable différenciante ou segmentante le niveau de diplôme, on a aujourd'hui une population diplômée du supérieur qui est bien plus nombreuse qu'il y a une cinquantaine d'années. Alors, certes, on va dire, ouais, mais tous les gens qui sont à Bac plus 2 ou à Bac plus 5, ils ne sont pas dans le sommet de la pyramide, mais historiquement, ils l'étaient. Et donc, il y a toujours une super élite de 1%, elle qui ne bouge pas, mais elle est entourée d'un vaste bloc qui a une cohérence culturelle, de par son niveau éducatif, et qui pèse beaucoup plus aujourd'hui qu'elle ne pesait hier. Or, vous pourrez faire l'expérience, si on prend une ville moyenne, si un groupe pèse, comme c'était le cas pour les diplômés du supérieur, 3% de la population de cette ville, ce groupe est obligé de se mélanger aux autres. Quand il pèse 20% ou 25%, comme c'est le cas aujourd'hui, il peut tout à fait vivre en autonomie, en autarcie. Il a ce qu'il faut pour le faire. Ce premier phénomène, gonflement des effectifs, s'est accompagné d'un autre phénomène qui est celui de la concentration géographique de ces publics dans les mêmes lieux. Le cœur des grandes métropoles, c'est là où les emplois qui concernent ces publics sont concentrés. On est ici dans le cœur de Paris, donc c'est le cœur de la bête. Au recensement de 1982, on a 25% de la population parisienne qui est cadre ou profession intellectuelle. Aujourd'hui, dernier recensement en date, on est à 45%. Donc on a quasiment doublé en 30 ans. Vous voyez aussi la vitesse, hein, c'est ça qui est frappant, vous verrez dans le livre, la vitesse avec laquelle ces phénomènes se sont déployés. 45%, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'ici, dans cet arrondissement, on doit être nettement au-dessus, et dans l'Est parisien, on est en dessous. Mais c'est plus vaste que Paris intramuros, c'est-à-dire que si vous prenez tout à l'heure votre voiture et que vous roulez plein ouest d'ici jusqu'à Versailles, on peut pousser un peu plus loin que Versailles, on fait 30 à 40 km en ne traversant que des communes dans lesquelles les cadres et les professions intellectuelles sont majoritaires. Donc ça fait des kilomètres et des kilomètres carrés, c'est des centaines de milliers d'habitants, et donc vous avez un énorme terrain de jeu, un énorme écosystème pour cette population, où il y a tout ce qu'il faut, les écoles, les centres de loisirs, les lieux culturels, les lieux de travail, les lieux d'habitation. Et donc on peut vivre totalement dans une bulle. On vit notamment dans une bulle parce que les médias, les grands médias,
eh bien, sont pour beaucoup réalisés par des gens qui évoluent dans ces milieux-là et réalisés pour des gens de ces milieux-là, parce que rentabilité du spot de pub ou de la page de publicité oblige, il faut s'adresser à la clientèle à plus gros pouvoir d'achat. Et de manière consciente ou non, il n'y a pas de complot, eh bien, on a une focale qui se déplace et qui fait qu'un certain nombre de préoccupations, de hobbies de ces publics-là sont érigés en rang de hobbies, préoccupations nationales. Et donc, on peut avoir un effet d'optique en pensant que tout le monde vit ce que nous vivons. Si vous partez pour un long voyage autour du monde de quelques années et que vous revenez en France au mois de février et que vous allumez votre poste de télé, vous allez tomber sur les informations. Et donc, vous allez avoir la météo des stations de ski, massif par massif, combien d'enneigement en haut et en bas des pistes. Serre Chevalier, 1,50 m, 30 cm en bas, Alpes d'Huez, etc. etc. Combien de kilomètres de bouchons en Tarentaise, bon. Et donc, on peut se dire, waouh, je suis revenu en France, là, toute la France va au ski maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, et après, comme vous avez un réflexe assez simple, vous allez regarder les chiffres de l'IFOP, parce qu'il faut toujours regarder les chiffres de l'IFOP. Et les chiffres de l'IFOP vous indiqueront que la population qui va au ski tous les ans en février, c'est 5% de la population. Et regardez le poids que la pratique, il y a les nouvelles tendances, le snowboard, etc. Le poids consacré au sport d'hiver dans le traitement médiatique par rapport à ce que ça représente dans la population. Donc on a cet effet de sécession qui s'est opéré. Elle s'est opérée, cette sécession, aussi parce qu'un certain nombre d'institutions qui permettaient un relatif brassage, notamment pendant la jeunesse, entre les jeunes de ces milieux et ceux d'autres univers sociaux, soit ont disparu, soit sont en crise. Alors à la disparition, on pense bien évidemment au service militaire, bon, qui ne concernait que les garçons, mais c'est quand même la moitié de la classe d'âge, ce qui est beaucoup. Et on a tous en tête, dans nos entourages familiaux respectifs, des cas d'exemption, de pistons, et donc tout le monde ne faisait pas le service militaire dans les mêmes conditions. Néanmoins, quand on regarde les statistiques, jusqu'aux années 80, parce que dans les années 90, ça commençait à fuir un peu de partout, et quand Chirac a annoncé la fin du service, mais en vitesse de croisière, donc jusqu'à la fin des années 80, on est sur 2/3 d'une classe d'âge masculine qui fait son service militaire. Encore une fois, pas dans les mêmes conditions à chaque fois, mais 2/3, c'est beaucoup. D'autant plus que les statistiques montrent que le taux de réalisation de son service est le même, quel que soit le niveau de diplôme du jeune. Donc ça veut dire à l'époque aussi quel que soit le niveau social des parents. Et quand aujourd'hui vous parlez à des messieurs d'un certain âge et d'un certain milieu social, et bien souvent ils vous disent que la seule fois de leur vie où ils ont échangé et vécu quelque chose avec un fils d'ouvrier ou un fils de paysan, c'était dans leur chambrée à l'armée. Et bien cette expérience sociale ne sera pas offerte ou permise aux enfants ou aux petits-enfants de ces messieurs. Sauf à penser que le service national universel va monter en puissance et qu'on va être sur quelque chose qui va permettre un brassage. C'est sa vocation. Encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire, puisqu'on a vendu les casernes, etc. etc. Donc, et qu'on intègre aujourd'hui les femmes. Donc une classe d'âge, sur les premières concernées, c'est 800 000 personnes. Donc absorber tout ça, c'est pas une mince affaire. Donc le service militaire a disparu. À côté de ça, il y a une autre institution qui, elle, n'a pas disparu, qui est l'école. Mais l'école brasse beaucoup moins bien socialement et sociologiquement qu'il y a quelques décennies. Alors là encore, il ne s'agit pas de déplorer un âge d'or. Il y a toujours eu, notamment dans les grandes villes, des lycées ou des collèges mieux cotés que d'autres, etc., etc. Mais on avait quand même un relatif brassage qui est de moins en moins opérant aujourd'hui. Il est notamment de moins en moins opérant parce qu'on retrouve notre matrice catholique. Quand une matrice s'effondre, c'est comme un peu un édifice qui s'effondre. Il y a quand même de beaux restes, il y a des beaux blocs qui restent à peu près d'équerre. Et donc dans l'effondrement de la matrice catholique, il y a un bloc très important qui reste, c'est le réseau d'écoles
et d'établissements scolaires qui dépendent de l'Église catholique et qui permettent de scolariser entre 15 et 20% d'une classe d'âge, ce qui n'est pas peu, hein, c'est beaucoup de monde. Sauf qu'on a vu tout à l'heure que les catholiques pratiquants sont 5% de la population. Et si on veut être un peu cruel, non seulement 5% seulement, mais avec une moyenne d'âge qui est assez élevée et qui fait que pas mal de ces catholiques pratiquants ne sont plus en âge d'avoir des enfants scolarisés. Et donc en face, on a nos écoles privées, à 95% dans le giron de l'Église catholique, qui peuvent accueillir 15 à 20% d'une classe d'âge. Donc il manque des clients là. Eh bien, qu'à cela ne tienne, notamment dans les grandes villes, et ici à Paris c'est frappant, on a une spécialisation de plus en plus marquée de ces établissements scolaires dans l'accueil des enfants, des familles de CSP+, ou des plus diplômés, avec la compétition scolaire et les logiques d'évitement d'un certain nombre d'établissements ghettos ou autres. Et alors que jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, le recrutement dans ces écoles ou ces établissements scolaires se faisait beaucoup quand même sur une base confessionnelle, il se fait aujourd'hui, parce que c'est jamais chimiquement pur, mais de plus en plus sur une base sociale. Et donc là aussi, les jeunes vont de moins en moins se côtoyer. Autre lieu et autre institution où il y avait un relatif brassage, les colonies de vacances. Colonies de vacances n'ont pas disparu. Elles envoient chaque année 800 à 850 000 enfants en vacances. C'est pas mal. Mais à la grande époque des colos, dans les années 60, c'est 4 millions de gamins qui partaient en colonies de vacances. Donc là aussi, vous voyez l'écart qui a été parcouru et qui s'est creusé. Ces colonies de vacances qui existent encore aujourd'hui, elles sont pour l'essentiel pilotées par les collectivités locales, les municipalités ou les conseils départementaux. De manière très légitime, on y pratique des tarifs très sociaux pour permettre aux enfants des familles les plus défavorisées de partir en vacances et souvent d'aller voir la mer en gros. Ces tarifs très sociaux étant pratiqués, on spécialise ce dispositif sur un certain public. Il y a une autre partie de la pyramide sociale qui, elle aussi, peut envoyer ses enfants en séjour collectif, faire du poney, apprendre l'anglais, découvrir la plongée. Donc là, on est entre ici et Versailles. Et donc, tout ça a un coût, puisque c'est des structures privées qui les proposent. Et qui dit ticket d'entrée, dit sélection aussi. Donc là, on a plutôt le haut de la pyramide qui va là. Et puis, on a les enfants des gilets jaunes. Eux, leurs parents gagnent trop pour avoir droit aux tarifs sociaux, donc ils ne vont pas en colo, mais pas assez pour payer le stage de poney. Et donc, ils restent à la maison ou ils partent en vacances en famille. Et donc là aussi, le brassage ne se fait plus. Et donc, on a ce haut de la pyramide là qui est de plus en plus déconnecté. Je prenais l'exemple des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain nombre d'émissions il y a un an sur la crise des Gilets jaunes où on avait au hasard des représentants de la République En Marche et du gouvernement qui correspondent pas mal à la France qu'on vient de décrire et de l'autre des Gilets jaunes et on a l'impression qu'ils n'étaient pas du même pays. Il n'y avait plus de grammaire commune, on était sur des univers de référence qui étaient totalement disloqués. Pourquoi c'est disloqué aussi ? C'est pas que de la faute à ce qui s'est passé en haut, il y a ce qui s'est passé aussi dans le bas de la société. On a un autre chapitre qu'on a appelé l'autonomisation culturelle et politique et idéologique des catégories populaires. Alors c'est un terme, ça fait un peu savant, mais on va reprendre l'exemple des prénoms pour illustrer le phénomène. Alors, en économie, il y a une thèse qui est assez controversée, qui est celle du ruissellement, la théorie du ruissellement. Donc moi je ne suis pas économiste, je ne me prononce pas dessus, mais des sociologues qui ont travaillé ont montré que la théorie du ruissellement, elle fonctionnait par contre très bien dans la question du choix des prénoms. C'est-à-dire qu'on a historiquement détecté très fréquemment des effets de mode. On a parlé tout à l'heure de 2000 prénoms, mais ce n'étaient pas toujours les mêmes, puis il y avait des cycles de vie des prénoms. Et donc, des sociologues ont bossé sur cette question et ont mis à jour le mécanisme de ruissellement sur les effets de diffusion et de propagation de la mode autour de certains prénoms. À chaque fois, comme on dirait en
en études médicales et épidémiologiques, le patient zéro, celui qui lance le processus, on est plutôt dans les milieux culturels, artistiques, qui adoptent ou lancent la mode de certains prénoms un peu iconoclastes à ces tendances. Et puis donc cette mode va être reprise progressivement par les cadres, les chefs d'entreprise qui trouvent que ces prénoms sonnent bien. Puis avec quelques années d'écart, ça va descendre jusque dans les classes moyennes, enseignants, personnel hospitalier, puis après dans les catégories populaires, ouvriers, employés, et puis au bout du bout, ça arrivait même jusque chez les agriculteurs. Bon. Et quand, au bout de quelques années, le prénom avait fait son parcours, le haut de la pyramide constatait tout d'un coup avec effroi que ces prénoms étaient répandus partout, et donc il constatait qu'il était grand temps d'en changer, et on repartait pour un tour, il y avait une nouvelle noria, et donc le ruissellement se remettait en place. Ce processus-là, il s'est stoppé net au milieu des années 80. C'est-à-dire qu'il y a toujours des effets de mode qui sont lancés par le haut de la pyramide, mais en gros ça descend jusqu'à la classe moyenne, et basta. Ça descend plus en bas. Et à l'inverse, on a des effets de mode très très puissants qui se sont déployés sur un certain nombre de prénoms, mais qui ont concerné majoritairement les catégories populaires. C'est le cas typiquement des prénoms anglo-saxons. Il y a eu un engouement très fort, le prénom a déjà été lâché, il y a eu un engouement très fort à la fin des années 80, milieu des années 90 pour les prénoms anglo-saxons. Le cas emblématique, c'est Kevin. Kevin qui a été le prénom masculin le plus donné en France 7 années de suite, de 89 à 96. Je vous redonne les chiffres, à l'époque on est à 7 ou 8 000 prénoms différents chaque année, donc à peu près 3 500 à 4 000 prénoms de garçons. Pour être number one 7 années de suite, il faut que Kevin soit costaud, mais il l'était, et donc c'était un engouement massif alors pour ce prénom et la kyrielle de prénoms qui arrivaient derrière, donc Jason, Dylan, Brian, etc. etc. Au total, à l'apogée de ce phénomène, on a eu 13% en 93, 13% des naissances masculines ont fait l'objet du choix d'un prénom anglo-saxon. 13%. Quand vous faites la carte de la présence de ces prénoms anglo-saxons, on voit apparaître un gros quart nord-est du pays et puis une excroissance dans le Var et les Alpes-Maritimes. Et donc la mode n'a pas été diffusée partout, elle a concerné d'abord certains milieux, c'est les milieux les plus populaires. Et cette carte, on est un peu déformé professionnellement, quand on l'a vu apparaître, la carte des Kevin, on a dit mais on la connaît. C'est la carte du deuxième tour de la présidentielle. Elle correspond quand même beaucoup à la carte du vote pour Marine Le Pen. Alors on a appris à l'école que corrélation n'était pas raison, mais on avait une petite idée derrière la tête. Comme ça fait longtemps qu'on travaille sur le Front National, on avait vu qu'il y avait un petit gars qui était en train de monter dans l'appareil du parti, à tel point que maintenant il a été désigné tête de liste aux européennes, il s'appelle Jordan Bardella. Le maire d'Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, il s'appelle Steve Briouat. Et donc vous pourrez faire l'expérience, il y a des élections qui approchent, regardez les prénoms des candidats du Rassemblement National. On a, c'est pas systématique, mais une forte proportion de porteurs de ces prénoms. Et petite parenthèse, ces prénoms, vous ne les retrouverez quasiment jamais dans les listes présentées par les autres partis. Comme si le seul parti qui faisait de la place à cette France-là, c'était le Rassemblement National, une espèce d'osmose qui s'est opérée. Alors je vais vite, je reprends juste un instant ma voiture de sociologue que j'ai laissée à Versailles, et on va partir du confin des Vosges pour aller jusqu'à Calais. Alors il y a, comme dans tous les rallyes, il y a une petite contrainte quand même, c'est de ne pas traverser les agglos, pas de préfecture. Donc on est sur les routes à 80 km/h en gros. Et bien là, vous allez traverser plusieurs centaines de communes. C'est un énorme territoire. Dans toutes ces communes, Marine Le Pen a été en tête au deuxième tour de la présidentielle, si vous évitez les villes. Donc là, vous avez une énorme île au sein de l'archipel français qui s'est totalement autonomisée culturellement et idéologiquement du sommet de la pyramide, et toutes les oukases ou toutes les injonctions qui sont envoyées par le haut sont systématiquement balayées et rejetées. Donc vous voyez avec cela que la société française, j'allais dire toute seule comme une grande, s'est considérablement fragmentée, divisée, diversifiée. Mais pour que l'archipel soit plein et entier, et qu'il ait une bonne tête d'archipel, il faut ajouter un troisième phénomène qui s'est déployé dans la même période, qui est celui de l'immigration. Et là aussi, on peut, je vais vite, pour l'illustrer, prendre l'exemple des prénoms.
De la même manière qu'on a comptabilisé les prénoms anglo-saxons, on peut comptabiliser les prénoms arabo-musulmans parmi les nouveau-nés. On est à 0% de prénoms arabo-musulmans en France de 1900 à 1950. Sachant que le fichier de l'INSEE a été retraité et donc on a écarté les départements d'Algérie qui étaient français à l'époque. En 1960, on voit apparaître ces prénoms à hauteur de 1% des naissances chez les garçons. 1%, c'est le début de l'immigration. Aujourd'hui, on est à 20% des naissances, 19%. 19% des naissances qui interviennent en France aujourd'hui font l'objet du choix d'un prénom arabo-musulman. Là aussi, vous voyez la vitesse et la puissance du phénomène. On est passé de 1 à 19 en 50 ans, en 2 générations. Alors attention, ce n'est pas 19% de la population, c'est 19% des naissances. Mais donc c'est 19%, 20% de la France de demain. Au regard de ces chiffres, on peut raconter ce qu'on veut. On est de facto aujourd'hui dans une société qui est multiculturelle. Certains s'en lamentent, d'autres s'en réjouissent. Nous, ce n'est pas notre propos, c'est juste de mesurer les choses et de prendre acte. Autre élément à avoir en tête, parce que ce chiffre a été beaucoup commenté, ce 19%, il n'est pas d'un bloc. Quand vous faites le détail de ces prénoms, on a une kyrielle de prénoms maghrébins. Mais dans les prénoms maghrébins, on a des prénoms kabyles et des prénoms non kabyles. On a à côté de ça des prénoms turcs, assez nombreux également. Mais dans les prénoms turcs, on a des prénoms kurdes et des prénoms non kurdes. Et l'actualité récente nous a montré que ce n'était pas exactement la même chose. Et puis on a aussi une troisième autre grande famille de prénoms, qui sont des prénoms qui sont donnés ou qui sont originaires du Sahel, donc Afrique subsaharienne, où l'islam est majoritaire. Donc en fait, c'est un archipel dans l'archipel qui s'est constitué, avec une grande diversité. Ce phénomène d'entrée dans l'ère multiculturelle, non seulement il a été très brutal, mais pour complexifier l'analyse, il ne s'est pas opéré ou ne s'opère pas à la même vitesse partout sur le territoire. Dans tout l'ouest de la France, en Vendée, en Mayenne, dans les Landes, on est encore sur des taux de prénoms arabo-musulmans parmi les nouveau-nés, compris entre 0 et 5%, c'est-à-dire le taux moyen que la France connaissait dans les années 80. Donc cette France-là, elle est encore démographiquement, si vous voulez, dans la France d'avant. Dans tous les départements les plus urbanisés, ici en Ile-de-France, mais aussi tout l'Est anciennement industriel, on est à plus de 20 à 25% de prénoms arabo-musulmans. À la pointe avancée du phénomène, c'est la Seine-Saint-Denis, on est à 42-43% des naissances en Seine-Saint-Denis qui font l'objet du choix d'un prénom arabo-musulman. Donc on a aussi cette diversité géographique qui est majeure. Et donc, vous voyez que sur cette base-là, eh bien, c'est tout le soubassement de la société française qui a été chamboulé, et que notre vieil édifice politique gauche-droite, qui s'appuyait au bout du bout sur l'affrontement des laïcs contre les catholiques, même si tout ça avait été euphémisé, eh bien, ne rend plus du tout compte des lignes de fracture et des lignes de clivage au sein de la société française. Et donc c'est pour cela qu'on a eu plusieurs signes avant-coureurs, des secousses tectoniques. Début des 83-84, l'émergence du Front National, donc liée à la question migratoire. 92, le référendum de Maastricht, la question de la mondialisation, de l'intégration européenne, avec une carte du oui et du non qui ressemble en rien à la carte gauche-droite traditionnelle. 2005, un nouveau référendum, cette fois gagné par le camp du non, puis les émeutes de banlieue. 2007, une répétition générale de 2017 à la présidentielle avec la candidature de Bayrou, qui essaye déjà la voie du centre, dépassement du clivage gauche-droite, qui fait quand même 18,5% des voix, mais le système politique tient encore debout, il n'est pas assez décomposé. Et puis, la réplique ultime, le big one, c'est 2017, présidentielle, législative, et puis les européennes de 2019, où on a un paysage politique qui est complètement chamboulé, mais qui n'est qu'une mise en conformité tardive de ce champ politique avec la réalité nouvelle de la société française telle qu'elle s'est dessinée au cours des 5 dernières décennies. Merci. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Il y a un sujet dont vous ne parlez absolument pas, ça m'a étonné au début, parce que donc déchristianisation, source d'archipélisation, mais peut-être que c'est plutôt un changement de paradigme tout bêtement dominant dans la société, et vous évacuez complètement, alors que vous parlez de la hiérarchie des espèces, d'un tas de sujets, la fin de la domination masculine qui correspond aussi à la fin des religions monothéistes, un petit peu, en quelque sorte.
C'est volontaire ou Non, non, alors, on travaille sur ce sujet-là également. C'est vrai qu'il n'a pas été extrêmement mis en avant, mais c'est une des évolutions très profondes aussi de notre société. Alors, il y a tout ce qu'on voit à la surface de l'iceberg, mais il y a des choses qui sont plus profondes. Je parlais tout à l'heure de la montée en puissance de l'accès à l'enseignement supérieur. Ça a d'abord concerné les jeunes filles. Aujourd'hui, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Et donc, la remise en cause multiple de la domination masculine, elle s'effectue aussi dans une société où les jeunes générations voient les femmes être plus diplômées que les hommes en moyenne. Et révolution dans la révolution, dernier stade de l'INSEE, dans les couples. Aujourd'hui, la femme est souvent plus diplômée que le mari. Et donc ça rend d'autant moins supportable les écarts de salaire, etc. Mais on a tout ce phénomène, effectivement, qui est en train de se déployer, qui est bien évidemment très lourd de conséquences. Si on est sur ce registre-là, on peut néanmoins faire un petit pas de côté en disant qu'il y a d'autres évolutions majeures qui ont affecté sur le plan familial ou anthropologique la société française. La montée en puissance de l'individu, c'est l'explosion de la cellule familiale. Et en tout cas de l'institution mariage. Donc ça a été documenté, le taux de divorce, etc. Je vais donner juste deux chiffres, enfin deux exemples. Les naissances hors mariage. Naissances hors mariage, on a des statistiques en France qui remontent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De 1945 à 1980, on est sur 8 à 9% de naissances hors mariage. 68 passe, dans les 15 ans qui suivent, c'est pas l'explosion de la famille, 68. On était à 6% en 1945. Aujourd'hui, on est à combien ? 60%. Donc ce qui était complètement hors norme est devenu la norme en 30 ans. 60% de naissances hors mariage. Autre élément qui est lié au précédent, et la crise des Gilets jaunes a permis de mettre de manière incidente la focale là-dessus, le développement de les familles monoparentales, ce qu'on appelle maman solo, famille monoparentale. Avant c'était fille-mère, donc maintenant c'est maman solo. C'est 20% des familles françaises sont des familles monoparentales. On était à 10% dans les années 90. Donc là, on a aussi des phénomènes de ce type qui sont extrêmement puissants et qui jouent. Et typiquement, c'est pour ça que je vous parle de la crise des Gilets jaunes. On dit, la crise des Gilets jaunes, c'est un énorme, ce qui est vrai, un énorme problème de pouvoir d'achat dans une partie de la population française. Est-ce que les salaires ne sont pas élevés ? Est-ce que les prix sont trop élevés pour le coût, etc. Mais il y a aussi la structure familiale qui a explosé. Pourquoi il y avait autant de femmes célibataires sur les ronds-points ? C'est parce que déjà à deux, c'est compliqué, mais si vous êtes seul à assumer, c'est encore plus court. Voilà, c'est encore. Ça c'est après. Voilà. Mais donc vous voyez que ça a des implications multiples, mais qui sont à prendre en compte. Et c'était un peu un impensé des politiques publiques. Il a fallu la crise des Gilets jaunes pour qu'on dise tiens, il faudrait qu'on regarde la question des impayés de pension alimentaire, par exemple. À 20% de familles monoparentales, c'est un vrai sujet de santé publique. C'est un vrai sujet de cohésion nationale, cette question-là. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. J'avais une question concernant le début de votre exposé, concernant l'effondrement du catholicisme. Vous avez dit qu'en fait, que le catholicisme s'est effondré parce qu'il y a 5% des catholiques qui vont toutes les semaines à la messe. Alors 5% de Français qui vont à la messe. Oui. J'ai compris que c'était régulièrement. 5% de Français qui vont à la messe tous les dimanches. Voilà. Or, parmi les catholiques, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas toutes les semaines à la messe, mais qui vont aux grands événements, Noël, Pâques. Oui. Et là, les églises sont pleines. Elles sont pleines 2 fois par an. Non, mais est-ce que c'est au niveau analyse une représentation de dire 5% en prenant comme critère ceux qui vont quotidiennement... Non, c'est pas quotidiennement. Pardon, excusez-moi, chaque semaine à la messe.
Bah, ou normalement, c'est un commandement. Hein. ceux qui ont quand même encore gardé Oui, non, mais un attachement, mais qui y vont de temps en C'est temps. une chose égale par ailleurs, c'est les mêmes chiffres, c'était sur la même question il y a 30 ans. Non, alors, C'est comparable. non, je suis d'accord, on ne Non, peut pas réduire. C'est une amplitude de. On ne peut pas réduire phénomène. on ne peut pas réduire le catholicisme uniquement à ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Voilà, J'en c'est ça. conviens parfaitement. Sauf que, à 5% de catholiques pratiquants, vous voyez bien que ça s'est quand même réduit comme peau de chagrin et qu'on est sur un lien qui est beaucoup plus distendu. C'est pour ça que je vous prenais le cas du prénom Marie. Vous pouvez regarder l'effondrement du nombre de baptisés, qui est colossal, hein, parce que là, il y a un effet d'inertie. Vous êtes baptisé quand vous naissez. Donc, on a encore 80% de la population qui est baptisée. Mais quand vous regardez dans les jeunes générations et que vous interrogez les jeunes parents sur est-ce que vous faites baptiser vos enfants, ça s'effondre littéralement. Effondrement littéral. Je vous ai pris aussi le nombre de prêtres. Alors, bon, ok, et je ne conteste pas, bien évidemment, il reste encore beaucoup de catholiques en France. Mais ils ne sont plus qu'une des îles de l'archipel français. Et vous voyez bien que sur la PMA ou sur toute une série de sujets de ce type, la tendance qui se dessine en France est de s'éloigner de ce référentiel, très clairement. Quand on écoute votre exposé, c'est entre guillemets un peu désespérant. Je ne sais pas si c'est sur la capacité qu'on aurait à vivre ensemble. Est-ce qu'il est envisageable ou est-ce que vous avez fait, j'ai un peu raté le début, quelque chose qui serait du genre, mais qu'est-ce qui fait qui traverse toutes les couches de la société et tous les archipels, qui fait qu'on est encore, ou est-ce que vous prévoyez de le faire, on a encore cette envie de vivre ensemble, de partager une même république, une même démocratie ou pas? Parce que là, on a effectivement que les éléments d'archipélisation, Oui. mais on n'a pas les ponts. Alors, peut-être qui existent entre les archipels oui. ou ils n'existent pas. Alors, il y a des ponts qui existent, bien évidemment. On a une langue commune, une histoire commune. Encore faut-il que les deux soient correctement enseignées et transmises, ce qui n'est pas toujours le cas. On a aussi un certain nombre de structures et d'acteurs qui permettent de mettre du lien et des passerelles entre les îles et les îlots de l'archipel. Je pense notamment au milieu associatif, aux élus locaux, 500 000 élus locaux en France. Je reviens à la crise des Gilets jaunes. Quand ce gouvernement, en début de quinquennat, a snobé un petit peu les élus locaux représentants de l'ancien monde, le jour où il y a eu plusieurs milliers de ronds-points occupés en France, si les maires avaient été un peu plus considérés, peut-être que le phénomène n'aurait pas pris cette ampleur. Je referme la parenthèse. Donc il y a des éléments comme ça qui maintiennent la cohésion. Il y en a un auquel on ne pense pas, mais qui est majeur, c'est notre modèle de protection sociale. Alors on en parle aujourd'hui avec les retraites par répartition, la sécurité sociale, qui est quand même une énorme pompe aspirante et redistributive dans toutes les îles de l'archipel. Il y a des sommes colossales qui sont brassées. Et donc même si ce n'est pas très glamour, entre guillemets, nos services publics, tout ça maintient quand même les îles et les îlots au sein d'un périmètre relativement commun. Une fois qu'on a dit ça, on parle beaucoup du vivre ensemble. Vous savez, à mon avis, ça fait partie des notions qui, plus elles sont utilisées, plus ça veut dire qu'elles ne sont plus pratiquées. C'est-à-dire qu'on se rassure en faisant des caisses dessus parce qu'on sent bien que le sol s'est un peu dérobé sous notre pied. Des journalistes de l'Express avaient essayé de faire un peu de généalogie de ce concept du vivre ensemble. Et ils en ont trouvé dans le discours public une première trace en 1983 dans la campagne d'une maire socialiste de Dreux, qui, ville, a été emblématique parce que c'est la première percée du Front National. Et c'était une des villes qui avait été les plus précocement touchées par l'immigration. Et donc en 83, on invente le vivre ensemble à Dreux au moment où le FN perce. Donc ça dit un peu l'histoire. Sur notre volonté de vivre ensemble, on peut débattre. Moi, j'ai appelé le livre L'Archipel français, je ne l'ai pas appelé le Liban français ou la Yougoslavie française. Parce que des gens m'ont dit, alors votre truc, là, si on poursuit le raisonnement, ça va être la guerre de tous contre tous. Moi, je ne pense pas qu'on aille vers un affrontement généralisé. Il pourra y avoir des zones de tension et de friction dans certains territoires, ça a déjà commencé. Mais dans une société qui est très hédoniste comme la nôtre, très individualiste, très consumériste, l'affrontement, c'est pas la pente naturelle. Ça coûte cher, c'est douloureux, c'est déstabilisant, moralement, psychologiquement.
Et on le fait que quand on a le dos au mur, en fait, quand on n'a pas d'autre solution. Le réflexe beaucoup plus spontané dans ce type d'univers, c'est l'évitement. Et donc, on met les enfants dans les bonnes écoles. Si on peut déménager, on déménage, etc., etc. Et donc, moi, plus que l'affrontement généralisé, je pense que le syndrome le plus préoccupant, qui est assez plausible s'il ne se passe rien, c'est le syndrome du syndic de copropriété. C'est-à-dire, on vit côte à côte, on se fait un peu tirer l'oreille pour payer les charges communes parce que l'intérêt est bien compris et qu'il n'y ait pas de fuite dans le toit, etc. Mais il y a différentes règles. Le moins on se croise sur le palier, le mieux c'est. Et surtout, règle numéro 1, de ne jamais se mêler de ce qui se passe dans l'appartement du voisin. Et donc c'est plus là-dessus que je pense qu'on va évoluer. Sur ce vivre ensemble, moi j'étais en train de finir la rédaction du bouquin en juillet 2018, au moment de la victoire des Bleus. Donc je me suis dit, mais peut-être tu es complètement à côté de la plaque, regarde, en fait tout le monde fait la fête. Bon. Et donc encore une fois, on s'est appuyé sur les sondages de l'IFOP. On avait fait une enquête en 98, lors d'une précédente victoire des Bleus. C'était la France, l'équipe Black Blamber. Et à l'époque, on avait interrogé les Français en leur demandant, est-ce que vous pensez que cette victoire des Bleus va permettre d'accroître et de faciliter l'intégration de différentes populations à la société française? À l'époque, on avait 50% de réponses positives. On a reposé le 20 juillet 2018 exactement les mêmes questions. On est tombé à 30%. Et donc, entre-temps, il y a eu les émeutes de 2005, il y a eu la vague terroriste, etc., etc. Et donc, la société française, elle s'est considérablement tendue. Du coup, rétrospectivement, moi, je me suis dit, ce à quoi on a assisté au moment de la victoire des Bleus, c'est un peu le syndrome Copacabana, Carnaval de Rio. C'est-à-dire, les beaux quartiers, les favelas font la fête comme jamais, une fois dans l'année. Et on fait d'autant plus la fête qu'on sait que le reste de l'année, jamais on se croisera. Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé de manière plus ou moins consciente à ce moment-là. Alors bien évidemment, il y a encore des forces de rappel. On voit au moment d'hommage, et le président de la République est conscient, je pense, de cette fragmentation. Il essaye de se saisir de toutes les occasions heureuses ou malheureuses qui lui sont données pour remettre du ciment. C'est-à-dire, il s'est beaucoup investi dans la victoire des Bleus. Il y a eu le discours d'hommage au colonel Beltrame. On a parlé tout à l'heure du service national universel. Bercy lui dit, comme d'habitude, ça coûte trop cher. Les militaires disent, vous avez vendu nos casernes et nous, si c'est pour faire garde-chiourme ou babysitter pour les gars du 9-3, c'est pas la peine de compter sur nous. Et Macron dit, on le fait quand même, parce que j'ai besoin de ça pour recréer un creuset de la société française. Puis il y a des choses plus iconoclastes, de notre point de vue, sa présence sur les marches de la Madeleine au moment de l'hommage à Johnny. Bon, mais là aussi, il a peut-être regardé les chiffres de l'IFOP en disant, dans ce truc complètement décousu, qu'est-ce qui fédère encore au moins à peu près la moitié de la population? Il y a Johnny, donc en plus, ils ont peut-être pas beaucoup voté pour moi, donc c'est bien que j'y sois. Blague à part, donc on voit bien qu'on essaye comme ça de faire cohésion, parce qu'il y a quand même... Voilà. Donc on n'est pas hyper pessimiste sur l'affrontement, mais sur la volonté de vivre ensemble, c'est plutôt de vivre tout court, et si ça passe par vivre séparés, beaucoup de gens s'en accommodent plus tôt, je pense. Moi, je voulais savoir aussi si dans les espoirs de cohésion, on ne voyait pas les sujets d'enjeux climatiques, les sujets d'ancrage territorial, voilà. Alors, merci beaucoup pour votre question. Donc, j'ai fini la rédaction du livre fin 2018. Alors, il y avait déjà des choses sur le climat, hein, mais on a assisté, de mon point de vue, à une très forte accélération de la prise de conscience sur l'urgence climatique et la nécessité d'une transition écologique. Et donc, effectivement, je réfléchis et je m'interroge sur le fait de savoir si ce discours écolo, alors il a de multiples facettes, et autour de la nécessité de la transition écologique, ne pourrait pas être une nouvelle matrice structurante qui permette de fédérer, non pas toutes les îles de l'archipel, c'est comme Johnny, mais au moins un bon nombre. En disant riches ou pauvres, habitants des grandes métropoles mondialisées ou de la France périphérique, la France à 3 degrés de plus, ça va impacter tout le monde et il est grand temps qu'on s'y mette. De par certains aspects, on peut même dire que le discours écolo
a un mode de fonctionnement et une fonction sociologique qui s'apparente à celle d'une religion. Je ne dis pas qu'on est dans le domaine de la foi et je ne dis pas que les rapports du GIEC sont contestables. Je dis que déjà en termes de référence, vous voyez l'Apocalypse avec les incendies massifs, etc., la nécessité d'une rédemption, on a un imaginaire judéo-chrétien qui est vampirisé ou recyclé très allègrement. Et on a aussi un autre élément qui là est le propre des religions, à mon avis, et qu'on ne retrouve pas dans le discours, dans les capacités d'un discours politique, c'est la capacité à fixer des règles de conduite dans la vie quotidienne, notamment en matière alimentaire, et qui sont suivies par les fidèles. Ça, c'est l'apanage des religions. Le kasher, le halal, et on peut dire que l'écolo qui se respecte, il fait carême toute l'année. Hein, pas d'huile de palme, des fruits et des légumes de saison, on est là-dessus. Quel discours politique a produit des interdits alimentaires ? Un peu dans les années 50, le PC avec le Coca-Cola, parce que c'était américain. Mais ça s'est vite arrêté. Hein. Et vous avez aujourd'hui, si vous regardez en banlieue, des choses marrantes à faire, c'est l'adresse des McDo, rue Vaillant-Couturier, impasse Lénine, etc. Donc McDo est même dans le cœur de la banlieue rouge aujourd'hui. Donc l'affaire a été réglée. L'écologie produit ce que les spécialistes appellent une orthopraxie, c'est-à-dire un comportement. Et donc ça peut fédérer, et ce qui est assez frappant, c'est la capacité d'un discours comme celui-ci à modifier les comportements d'une partie de la population. Moi, je m'intéresse beaucoup au vote, mais il y a des choses encore plus sérieuses que le vote. Il y a l'alimentaire et il y a les achats. L'IFOP fait un premier sondage en 1998 sur la fréquence d'achat de produits alimentaires bio. 7% des Français nous disent « moi j'en achète régulièrement ». On fait des enquêtes régulières. On en fait une en 2008, 10 ans après, on est à 8%. On a gagné 1 point en 10 ans. On en a refait une en 2018, on est à 20%. Donc on a quasiment triplé en 10 ans alors qu'on avait stagné sur la décennie précédente. Ce n'est pas toute la population, il y a des problèmes de coût d'accès parce que les produits bio sont plus chers, mais vous avez déjà un noyau à 15-20% de la population qui est déjà embarqué là-dedans et un discours qui commence à rayonner. Donc il faut regarder effectivement si ça ne peut pas être une matrice constitutive, à ceci près que, en général, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait une matrice qui réponde à l'autre. Et là, on n'a pas encore, de manière structurée, le discours anti-écolo. On a ceux qui disent c'est pas aussi grave, ou on a encore un peu de temps, mais on n'a pas tout à fait le contre-modèle. Et il se peut qu'il arrive. À la fois dans une démarche un peu plus prospective, il y a un phénomène que vous avez à peine abordé, c'est le phénomène de l'urbanisation et surtout de la métropolisation qui est en train de reconstituer la carte de la répartition démographique française. Alors moi, c'est pour poursuivre effectivement l'arrivée de l'environnement, l'écologie, toutes ces préoccupations-là comme peut-être nouvelle matrice structurante de la société, avec une tendance aujourd'hui qui pour l'instant reste au niveau peut-être trop intellectuel, mais qu'on voit quand même apparaître. On passe de la matrice catholique où on était dans la prédation finalement, l'homme en haut de la pyramide qui bouffe les autres, etc. Et aujourd'hui, on se tourne beaucoup vers le végétal. Il y a énormément de philosophes qui travaillent là-dessus avec l'idée de la symbiose. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça correspond aussi à une féminisation de la société, la fin du patriarcat. On a là des éléments qui pourraient faire sens. Et quand vous dites qu'il faut un autre bloc pour que ça joue, c'est-à-dire que l'écologie aujourd'hui, c'est un tout petit bébé. Il faut lui apprendre à marcher. Et il faut effectivement s'emparer de ces aspects symbiotiques, prendre tout ce qui est biomimétisme. Il y a vraiment des choses... alors, je fais un raccourci, mais le charme discret de l'intestin est à lire, à mettre dans les manuels scolaires, etc., etc. On voit beaucoup de choses apparaître et je pense que... Alors, c'est peut-être bobo ce que je dis aujourd'hui, mais c'est la santé. Quand on voit que les problèmes de santé très graves, de maladies chroniques, etc., sont dans les milieux les plus populaires, la sécurité sociale est encore là. Et c'est là qu'il faut faire de l'éducation à la santé, etc., et faire que cette santé, cet environnement,
soit un peu un trésor. Et la France, l'Europe, on a des cartes à jouer là-dessus par rapport à ce qui se passe justement dans d'autres pays. Vous avez tout à fait raison sur... je pense que il y a un ressort très profond à la prise de conscience environnementale dans la société française. Et ce ressort est l'intrication qui est de plus en plus évidente pour beaucoup de Français entre les questions de santé, publique ou individuelle ou personnelle, et la dégradation de l'environnement. Ça, c'est un élément majeur. On parlait des produits bio tout à l'heure, c'est « je suis ce que je mange ». Et donc, on peut décliner « je suis ce que je respire », regardez tous les perturbateurs endocriniens, etc. etc. Donc ça va continuer de monter et je pense que c'est une tendance de fond. Vous avez tout à fait raison. Sur la question du végétal, moi j'ai été frappé, par exemple, quand le métro remarche maintenant, donc vous avez des grandes publicités de 4x3 sur le livre d'un Allemand qui s'appelle Wo Leben, sur la vie secrète des arbres. Bon alors c'est très allemand, un romantisme allemand. Bon, c'est plus de 3 millions de bouquins en Allemagne, mais c'est des centaines de milliers en France. Ça dit aussi énormément de choses. On a parlé tout à l'heure des courants véganes et autres, regardez, végétariens, de Philippe Émeric Caron, Fogg, etc., etc. Donc il y a tout un imaginaire comme ça. Et donc ça dit, à mon avis, beaucoup sur les évolutions profondes aussi, ces succès de librairie, avec, dans une société qui, quand même, il y a un vide spirituel qui est majeur. Donc, certains se tournent vers l'écologie pour des raisons de prise de conscience environnementale, des questions de santé, mais aussi plus spirituelles, parce qu'il y a toute une palette, il y a des choses très très différentes. Et puis d'autres se bricolent autre chose. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un succès, une grande dynamique des courants évangéliques en France. Il y a 2000 églises évangéliques en France, et on est très bien sorti, j'allais dire, du vieux ghetto protestant. Dans des départements, des territoires, ils ne savent pas ce que c'est qu'un protestant. Et donc, il y a ça qui se passe. Vous avez aussi l'engouement très marqué pour... alors, il y a toute une palette là, sur tous les éléments, les cultures orientales, développement personnel, spiritualité, etc. etc. Mon ami Pascal Briand, libraire, peut en témoigner. Il y a des succès de librairie très importants sur tous ces bouquins de développement personnel. Il se passe aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que face à ce vide spirituel, beaucoup, voilà, les courants néo-chamaniques, etc., des gens cherchent des réponses. D'autres, certains vivent très bien sans, mais il y en a beaucoup qui cherchent à ça. Pour aller sur votre question, monsieur, sur la métropolisation, alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire que les populations sont regroupées dans les grandes aires urbaines, mais c'est déjà un peu dépassé. C'est-à-dire que maintenant, on est sur la périurbanisation et un peu le retour dans les campagnes avec les deuxième et troisième couronnes, etc. C'est pour ça que la crise des Gilets jaunes, encore une fois, est très intéressante à étudier. Pour moi, c'est la crise de l'étalement urbain. C'est les gens qui sont obligés de faire 30 bornes, qui ont 2 voitures, et qui ont calculé le prix de la maison sur un petit tableur Excel avec le prix du litre de diesel, sauf que le jour où le litre de diesel a pris 30 centimes, il passe dans le rouge. Et donc on est aujourd'hui sur le développement de ces couronnes périurbaines. C'est plus la première, la deuxième, c'est la troisième ou la quatrième, on a 30 ou 40 km. Mais on a aussi une fracture très marquée entre ces grandes métropoles mondialisées qui se tournent vers l'écologie, etc. et, j'allais dire, un hinterland qui est encore très traditionnel en termes de mode de fonctionnement. Je parlais tout à l'heure du ski, mais on pourrait prendre un autre exemple. La voiture. Paris Intramuros, les dernières statistiques de l'INSEE, c'est 38% de possesseurs de voitures. Moyenne France, on est à 85%. Ça n'a pas toujours été comme ça. Du temps de Pompidou, les voies sur berge, etc., la culture de la bagnole était très partagée, y compris à Paris. Et aujourd'hui, pour un Parisien, le contrôle technique, c'est quoi l'affaire, etc., etc. Pour les gens, là, les gilets jaunes qui ont 2 voitures, la deuxième, souvent, c'est madame qui la conduit, et qui est... voilà, mais qui... c'est le rééquilibrage. Et qui a, pas madame ou monsieur, mais qui a un certain nombre de kilomètres, c'est souvent l'angoisse, le contrôle technique. Et là, le gouvernement a dit, bon, pour l'environnement, on va, et la sécurité routière, durcir les conditions. Ici, c'est facile de le dire. Dans beaucoup de territoires, et même ça, cette expérience quotidienne
qui était très structurante. Le rapport à la bagnole en France était quelque chose. Regardez la couverture du bouquin de Barthes, Mythologie, c'était la déesse. Bon, on a, j'allais dire, la pointe avancée de la société qui est en train de se détourner de tout ça, alors que le reste, il demeure très très attaché. Et quand on quitte Paris, on prend Bordeaux. Pourquoi Bordeaux a été l'épicentre en province de la crise des Gilets jaunes? C'est parce qu'il y a eu un processus de métropolisation, d'embourgeoisement, d'internationalisation très très rapide de Bordeaux, qui était une belle endormie, mais ça s'est fait en 15 ans. Et moralité, aujourd'hui, il y a un fossé béant entre Bordeaux et ce qu'on pourrait appeler la Gironde périphérique, les gens du Blayais, les gens du Médoc, qui sont à 30 ou 40 km, et qui voient qu'on ouvre tous les ans de nouvelles lignes aériennes entre Bordeaux, Saint-Pétersbourg, Toronto, etc., etc., mais que les lignes ferroviaires entre Bordeaux et le Médoc ont été fermées, que tout se fait en bagnole. Le premier péage autoroutier qui a été pris d'assaut pendant la crise des Gilets jaunes, c'est celui de Virsac, c'est Nord-Gironde, 40 000 véhicules jour. Hein. Et au début de la crise des Gilets jaunes, donc on est sur la taxe sur l'essence, le gouvernement in extremis, mais qui évolue dans un univers où on est 30% à avoir des bagnoles, dit, pour l'écologie, ça serait bien si on permettait aux nouvelles métropoles, donc les grandes métropoles, de voter, si elles le veulent, l'instauration de péages urbains. Ils ont retiré ça in extremis après 15 jours de conflit de Gilets jaunes. Donc Virsac, c'est un vieux péage, il est périurbain, et donc là on remettait l'octroi en fait. C'est-à-dire qu'on a des îlots, des grandes métropoles, la vignette critère et tout ça, c'est ça quoi. Et donc, sur des choses aussi basiques que le rapport à la bagnole, bah même ça on l'a beaucoup moins en commun que par le passé. Avant on n'avait pas les mêmes, c'est-à-dire on avait des bagnoles qui coûtaient plus cher que les autres, mais au moins on avait une bagnole. Là maintenant on n'a même plus ça, on va en TGV à Bordeaux, et puis après, ou à Deauville, et puis après ou à Caen, et après on loue la bagnole sur place pour aller se balader. On va remercier Jérôme. Merci à vous.